Nous savons que tu as des ouvrages de l'époque de la Dina. Oui. Montre-les-nous. Maintenant qu'on a croisé quelques garants de cette histoire, on peut se poser la question. Qui peut témoigner de ce temps-là qu'on vient de vous raconter? Des ruines, il y en a peu. Des monuments, il n'y en a pas. Certes, quelques marabouts, quelques descendants du Grand Conseil ont chez eux des manuscrits datant de cette époque. Alors, qui témoigne? Les arbres, évidemment, et la mémoire, c'est-à-dire finalement la parole. Ce griot récite la généalogie du chef de village de Diafarabé, El Hadj Demba Diallo. Il y a plusieurs sortes de griots, je voudrais vous dire. Il y a plusieurs sortes de griots, mais j'ai toujours interrogé le griot traditionnaliste, c'est-à-dire des griots généalogistes qui sont alors les historiens. Ces leçons de morale sont-elles données sous quelle forme? C'est l'enseignement. Ces leçons de morale sont données sous forme de contes, Voilà. sous forme des anecdotes, sous forme de maximes. Et voyez-vous, quand j'ai entendu des prêtres prêcher ou lire quelques passages de l'Évangile, ou bien quand j'ai vu quelques passages de paraboles de la Bible, et j'ai vu que l'Africain est encore plus parabolique. Il parle beaucoup plus en parabole que ce qui est vu dans l'ancienne tradition. Et c'est ainsi que, par exemple, le vieux veut donner un enseignement. D'abord, on prend l'homme. On dit d'abord que c'est que l'homme. On dit c'est l'être qui est tout et rien. Il est tout parce qu'il a une parcelle de la puissance créatrice. Et il n'est rien parce qu'une fièvre l'empêche de fois de se lever. Alors donc, il est tout et rien. Et alors, on dit, quelle est la vie de l'homme? Alors, la vie de l'homme est subdivisée en 9 degrés, mais chaque degré, et puis ces 9 degrés sont encore subdivisés en 3 étages, et chaque étage a 3 degrés. Et chaque degré correspond à 7 ans. Ainsi, de la naissance jusqu'à la 7e année, on est au premier degré du degré inférieur, c'est-à-dire l'enfant est à l'école de sa mère. Il n'obéit qu'à sa mère, il ne croit qu'à sa mère. Tout ce qu'on lui dit, il vient demander à sa mère, est-ce que papa m'a dit ça, est-ce que c'est vrai? Ou bien je vis ça, est-ce que c'est vrai? Donc il ne voit que par sa mère, durant 7 ans. Le deuxième septénaire, il passe à l'école de l'extérieur, que ce soit une initiation, que ce soit chez un maître ou ses camarades, c'est toujours l'école, parce que pour nous, tout est école. Aller s'amuser, c'est aller à l'école. Aller puiser de l'eau, c'est aller à l'école. Tout est école, tout est enseignement. Pour nous, rien n'est simplement récréatif. Et alors, donc, l'enfant au dehors apprend. Mais il revient toujours pour demander à sa mère si ce qu'il a vu est vrai. C'est ce qu'il a entendu est vrai. Et c'est là jusqu'à 14 ans. À partir de 14 ans, c'est-à-dire le deuxième septénaire passé, l'enfant commence à être une personnalité, c'est séparant de sa mère, parce qu'il va vers sa 21e année, il commence à dire à sa mère, non, tu n'as pas compris, c'est pas comme ça. Il commence à raisonner. Et alors à 21 ans, il a fini le petit cycle. Alors, il est censé avoir fait un premier tour dans toutes les initiations. On lui a parlé des êtres vivants, immobiles. On lui a parlé des êtres vivants, mobiles. Ensemble, pour parler comme un terme, on lui a parlé du règne animal, on lui a parlé du règne végétal, on lui a parlé du règne minéral. Alors maintenant, il approfondit ça encore, durant 21 ans, qui constitue trois âges encore. Le deuxième 21 ans viennent
renforcer les premiers 21 ans. Et alors ce n'est qu'à 42 ans qu'il a droit à la parole. Alors là on dit qu'il est un homme fait. Et quand il commence à parler, on dit ah, il va entrer dans la classe des vieux. Alors on lui dit mais quel est ton âge? Si par exemple vous dites 35 ans, on dit attendez les 42 ans. Et maintenant lorsqu'il a atteint 42 ans, il a droit à la parole. C'est-à-dire il a encore 21 ans à enseigner obligatoirement. On doit exiger de lui, il faut qu'il rende. C'est qu'en 21 ans il a pris dans sa jeunesse, il a mûri dans son âge d'homme, il faut qu'il le rende dans son âge de vieillesse, c'est-à-dire jusqu'à 63 ans. Alors à partir de 63 ans, chez le Peul, on dit il est hors du parc. C'est comme une espèce de retraité. On ne peut plus exiger de lui, mais il peut donner lui, parce qu'il peut bénéficier de la vie. Mais il est considéré comme terminé à 63 ans. Vous avez écouté, interrogé des griots qui vous ont permis de reconstituer pratiquement la généalogie de tout le Massinat. Ah, pas de tout le Massinat, mais de beaucoup de généalogies. Et lorsqu'il a 21 ans, il y a la circoncision qui se présente. Et à l'âge de 21 ans, ils peuvent être circoncis avant 21 ans, mais l'âge normal, c'est 21 ans. Pourquoi? Parce qu'il faudrait 3 fois 7 ans. Alors, 21 ans, il a sa majorité. Mais ce n'est pas une majorité à la manière occidentale. Parce que chez nous, tant que le père vit, le fils n'est pas majeur. Il reste éternellement mineur. Un mineur a 10 enfants, 15 enfants, mais il est mineur, tant que le père vit. Et alors, à 21 ans, on dit qu'il est apte, plutôt pas majeur, mais il est apte à recevoir les connaissances. Donc, il met 21 ans pour apprendre, 21 ans pour mûrir ce qu'il a appris, ce qui lui fait 42 ans, alors il a droit à la parole. Sinon, on la lui prête. Il ne la prendra pas en public. Et alors, la circoncision consiste à quitter le domaine de l'enfance, le domaine inférieur, pour entrer dans le domaine médian. Et alors, la circoncision comporte des cérémonies. Il y a la nuit de la veillée de la circoncision. Et alors, cette nuit est une nuit où on organise des danses. Alors, tous les parents viennent de partout. On envoie des apports, tous les griots viennent et on passe toute la nuit à chanter. Et alors la tante est généralement celle qui mène ou l'oncle. Ce sont ceux-là qui sont intéressés dans cette chose, parce que c'est dans la circoncision, parce que ce sont eux qui sont les vrais responsables de l'enfant. Et alors dans cette chose, on fait la généalogie, on chante. Et alors, par exemple, on dit Hulali, hulali, miye nima. Hulali, jango, miye nima. Dogali, dogali, miye nima. Dogali, jango, miye nima. Je m'excuse, j'ai pas une bonne voix. Bon, et alors, ça veut dire, si tu n'as pas peur, demain je te ferai un cadeau. Si tu n'as pas eu peur du fer, du couteau, du forgeron, demain je te fais, parce que c'est le forgeron qui circoncis. Si tu n'as pas peur du couteau du forgeron, demain je te ferai un cadeau, et tu ressembleras à ton grand-père qui n'a pas eu peur de la lance de tel jour. Alors là, on cite les guerres, alors c'est toute l'épopée qui se mêle. Et alors, le lendemain matin, de très bonne heure, les enfants vont sous l'arbre de la circoncision, ils campent là. Et alors, on les met par ordre de caste. Il y a les nobles d'abord, il y a les castés, et puis il y a les captifs. La parole est sacrée parce que Dieu a créé avec la parole. On dit que Dieu est un forgeron, mais dont l'outil est la parole. Il crée. Et alors, en Peul, Hala vient de Halde.
donner la force. En deux, donc la puissance de la création, la force créatrice se trouve dans la parole. Alors c'est pourquoi la parole en Afrique valait plus que n'importe quoi. Un homme préférait sa parole à sa vie. Et c'est pourquoi on dit, si ce que je dis n'est pas vrai, ne crois plus en moi. Je ne me considère plus comme un homme. Rien en Afrique n'est vraiment une distraction simple. Je peux dire ainsi, le profane n'existe pas en Afrique. Dans la vieille Afrique, il n'y a pas de profane. Tout est religieux, tout a un but, tout a un motif. Il n'y a pas une récréation simple. Quand un homme d'un certain âge vient trouver l'initiateur, et qu'il n'est pas de la race, c'est-à-dire il n'est pas de la tribu, ou bien c'est un pasteur qui veut être initié à la chasse. Alors il vient trouver le maître chasseur. Il lui dit, je viens te demander de m'ouvrir les yeux à la chasse. Alors le néophyte, le maître, lui dit, si tu veux que je t'enseigne, il faut cesser d'être toi pour être moi. Oublie-toi pour être moi. Sinon, si tu restes à être toi, nous serons, tout en étant face à face, nous serons aussi éloignés que le ciel et la terre. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas que tu ramènes ce que je vais te dire en le comparant à ce que tu sais. Là, il faut oublier absolument, il faut te vider de tout ce que tu sais pour apprendre. Et alors, c'est là où on vous dit, il faut savoir qu'on ne sait pas, savoir anda à anda. Parce que alors, l'expression peul, c'est ça andi à anda à andang. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Ça anda à anda à andata. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Alors si tu arrives à ces initiatives, tu commences à lui poser des questions, et pourquoi pas ça, et pourquoi pas ça, lui il s'était. Alors il te laisse. Et alors c'est le cas qui est arrivé à des ethnologues, mais je ne dirais pas tous les ethnologues, parce qu'il n'y a pas de règle sans exception. Dans l'ancienne Afrique, je ne parle pas de l'Afrique modifiée, je parle de l'Afrique de base, de l'Afrique traditionnelle. On ne viole jamais la parole donnée. Ça valait mieux que... On dit, donne-moi ta parole. S'il la donne, c'est terminé. Ça vaut pour le fils, pour les héritiers, pour les petits-fils. Mais il y a une différence entre la parole que l'on donne, la parole d'honneur en quelque sorte, et puis la parole que l'on dit. Si quelqu'un, par tradition, sait quelque chose, et s'il le dit, c'est donc que c'est vrai, c'est à force d'histoire, c'est à force de vérité. Oui. Donc on ne peut pas mentir. Alors. On ne peut pas mentir. Oh non, non, les traditionalistes ne mentent pas. Le peul, c'est le pasteur par excellence. Et on le trouve partout où on trouve l'herbe. Mais il est ennemi de la forêt parce que le bovin n'y vit pas. Il est ennemi du grand désert parce que le bovin n'y vit pas. Il est l'homme de la savane. Il est originaire de partout, habitant de nulle part. Alors il a ainsi 11 forces. Il y a la pierre, le fer, le feu, l'eau, l'air et l'homme. Alors donc il y a 5 forces matérielles palpables, visibles. Alors vient l'homme. Alors il y a de l'autre côté de la main de l'homme, il y a 5 forces invisibles, mais dont on ne voit que les effets. Alors, l'homme, il y a l'ivresse qui anéantit l'homme. Il y a le sommeil qui anéantit l'ivresse. Il y a le souci qui anéantit le sommeil. Il y a la mort qui anéantit le souci. Et il y a la résurrection, c'est-à-dire la vie dans ce qu'on appelle l'autre monde, qui anéantit alors la mort. Parce que pour nous, la mort n'existe pas. Pour l'Afrique traditionnelle, la mort n'existe pas. D'ailleurs, on ne dit pas mort. On dit changement de domicile. Parce qu'on est censé continuer à vivre dans une éternité.
Mais les 81 ou 88 personnes, je ne sais plus, dont vous avez gardé les témoignages, là, parce que vous en avez interrogé 1000, écouté 1000, et puis vous avez gardé, je crois, 88 d'entre eux. Bon. Ces 88 personnes sont tous des traditionalistes? Ah oui, sont tous des traditionalistes ou des exégètes du Coran. Donc des gens qui ne mentent pas. Des gens qui ne mentent pas. Ceux qui produisent de la littérature africaniste. On pourra en parler juste pour se séparer et dire que ce sont des gens qui ne connaissent pas l'Afrique, qui écrivent sur l'Afrique, et ce sont ces écrits-là qui ont valeur, qui sont légitimés, alors que les écrits des Africains sont cachés, ils ne sont pas invités aux conférences, aux colloques, ils ne sont pas invités lorsqu'on parle de leur continent. C'est hallucinant. Oui. Alors, il y a une citation de Cheikh Anta Diop, c'est que précisément pour avoir absolument raison du dominé, il faut prendre possession de son mental. Et l'africanisme joue ce rôle-là. C'est rendre les Africains étrangers à leur propre histoire, leur raconter une autre histoire. Et cet africanisme commence avec les premiers négriers qui font des chroniques négrières. Elle se poursuit avec les premiers administrateurs coloniaux qui font des rapports coloniaux. C'est un discours de la suprématie blanche sur les populations dominées. Sur les populations africaines. Dominées. Et qui n'a aucunement vocation à renseigner sur ces populations. Et si on ne le fait pas, on nous fera plus tard une histoire de l'Afrique vue de l'Europe et non pas une histoire de l'Afrique vue par l'Afrique. On nous fera une histoire de l'Afrique, mais on ne fera pas l'histoire de l'Afrique parce qu'on aura parlé à notre place et ce n'est pas nous qui avons parlé. Et or on dit que quand la chèvre est présente, il ne faut pas bêler à sa place.